Bienvenue à Deux Capitaines, un podcast. Là, aujourd'hui, je suis seul sur mon bateau. Mais en fait, non, je suis pas seul sur mon bateau parce que j'ai comme invité aujourd'hui, comme matelot de la semaine, je reçois Pierre Bellemare. Hey, Pierre, comment ça va? Ça va bien, je serai ton moussaillon. Yes! Hey, pour les gens qui te connaissent pas, Pierre. Oui. En gros, une des grosses affaires qui ressort, puis comment que Lise, la bouqueuse, elle nous a comme présenté un peu. Briefé, on va faire la plus connaître là. Mais t'as été fondateur d'un des premiers groupes de punk rock au Québec. Ouais. Mais avant, par exemple, j'ai vu qu'il y avait avant, c'était censé être un groupe de glam rock. Ben, en fait, Danger, on parle de Danger. Danger a été fondé en 1974. Et puis, il a été fondé sur la base que c'est mon frère Polo, Polo des Frères à Cheval, là. Le leader des Frères à Cheval, c'est mon frère, c'est Polo. Et c'est Polo qui avait pris la tangente punk glam de cette époque-là. On parle de 1973, 73-14. Au moins 3 ans avant que la vague punk atterrisse, comme mettons, sur la planète, là, tu sais. Parce qu'à ce moment-là, ce qui était avant le punk, les noms qui ressortaient, Lou Reed, les Stooges, les New York Dolls, MC5, c'est toutes les bandes, les artistes qui ont donné les fondements au punk rock. C'est-à-dire que la musique qu'ils faisaient, ces bandes-là, était très différente du courant de cette époque-là, 73-74. Ben, la plupart des bands étaient ce qu'on appelle corporate, là. Ouais. Ça donnait des, je ne sais pas moi... Les Rolling Stones, Styx, Supertramp, etc., etc. Non, je veux dire, on s'entend que les Stooges avec Iggy Pop, c'était tellement pas ça. On s'entend que les New York Dolls, c'était tellement pas ça. MC5 non plus. Ici, eux autres, c'était... beaucoup moins de moyens, moins de spots peut-être, etc., mais une espèce de sauvagerie, une violence sur scène, une façon de rendre le rock qui était vraiment, qui n'avait pas besoin d'artifice pour faire exploser la salle. Puis nous autres, ça nous parlait, là, ce mouvement-là. Et c'est Polo qui était branché là-dessus avec ses albums, que quand on a formé Danger, j'ai dit aux autres membres du band, j'ai dit « Ouais, je vais faire votre lead singer, mais moi, je veux que mon frère Polo, il vienne. » « Oh ouais, amène-les. » Et Polo est venu avec ses albums. Et ça a donné naissance à Danger. Donc, Danger... le glam, le punk, parce que le glam va souvent être associé avec des bandes comme Poison ou des choses comme ça, c'est-à-dire que des bandes en spandex, comme on pourrait dire, là, les cheveux très vaporeux, spandex. Danger, c'était pas ça. Parce que les New York Dolls, en fait, Danger était vraiment une image semblable aux New York Dolls. Et les Dolls, c'était pas ça. C'était une image androgyne, si on veut, là, tu sais. C'est-à-dire que, oh boy, tu sais, mais en même temps, très wild, très criard, très violent, si on veut, sur scène. Et puis, nous autres, on était dans ce courant-là. OK, c'est pas... Genre pas comme, mettons, à la Bowie, là, tu sais. Ben, c'est ça. Bowie était plus... C'est ça, Bowie, c'était plus smooth, si on veut, à ce niveau-là. Puis en même temps, ben écoute, ça a donné lieu à bien des débats dans le temps. C'est-à-dire que, pour les gens, le punk, l'image qu'ils ont, c'est Sid Vicious ou Johnny Rotten. Les cheveux en pique, etc., c'est ça, genre. Mais non, si on parle de ça... puis jouer très vite, etc. Ben, à ce niveau-là, déjà chez les Pistols, t'avais Vicious Rotten, que, il y avait l'image punk. Bon, aux dernières nouvelles, Paul Cook puis Steve Jones, il y a l'air des mecs puis des cheveux bien normal, là, si on veut, tu comprends? Ouais. En même temps, chez les Ramones, qui est une icône des bands punk, oui, ils jouaient rapidement, mais j'ai pas vu trop de cheveux en pique chez les Ramones non plus. C'était-tu une influence, les Ramones, vous autres? J'ai écouté votre album, je trouvais que ça sonnait pas mal, Ramones. Ben, écoute, il y avait cette volonté de faire les choses le plus primitif possible, si on veut, rock, le brut, si on veut, là. Mais en même temps, l'album ayant été réalisé à Montréal Heights,
par André Perry, qui était propriétaire du studio, bien, ça a donné un son beaucoup plus léché qu'on l'aurait souhaité, peut-être. Tu sais, parce qu'André Perry, ben, c'est André Perry. Je connais pas André Perry. Écoute, tu feras une recherche. Ben... C'est un des réalisateurs les plus importants du Québec. OK. André Perry, c'est l'album Jaune de Jean-Pierre Ferland. C'est les albums de Robert Charlebois. André Perry, c'était un grand maître du recording ici au Québec. Puis comment vous êtes ramassé à enregistrer avec ce grand maître-là si vous êtes arrivé avec une... Parce que, bon, d'abord, on a fait un démo. Ensuite de ça, on a été signé pour un album, OK? Puis, le directeur de notre compagnie 10, Telson, dans le temps, qui était Yvan Dufresne. Yvan Dufresne était ami avec André Perry, qui possédait le studio à Morin Heights. André Perry, c'était le propriétaire du studio Morin Heights. Et puis, Nazareth, le band, était à Morin Heights pour enregistrer leur album Expect No Mercy. Ils avaient 6 semaines pour faire l'album, mais ils l'ont fait en 5 semaines. Puis ils sont repartis en Angleterre. Fait qu'il restait 1 semaine payée à Morin Heights. Ah, ouais. Sur le bras de Nazareth. Puis c'est là qu'André Perry a dit à son ami Yvan Dufresne, « Ouais, envoie-moi ton petit band, on va faire quelque chose avec ça pendant cette semaine-là. » Et c'est de même qu'on s'est ramassé à Morin Heights. Très cool, man. C'est belle... Tu sais, des fois, les circonstances dans la vie... C'était wild. Ouais. Oui. On se ramasse là, puis... cet album-là, qui s'appelle Danger aussi, Danger, comme le band, j'ai vu un gars qui le vendait sur Internet, 25$. Quand même. Robert Willinston. Quand même. Tu l'as-tu, toi, en original, ton Ouais, mais c'est une vieille copie, j'en ai rien qu'une, etc. Mon frère Paulo a un document extrêmement précieux, lui, par exemple. OK. C'est que, faut savoir que l'album de Danger dans le temps a été pressé à très peu d'exemplaires en France, sur étiquette RCA. Et c'était, à l'époque, le pressage français, c'est-à-dire un pressage de bien meilleure qualité que notre pressage québécois. Le disque beaucoup plus épais, mieux gravé, etc., sur étiquette RCA, et que la pochette était glacée, parce que c'était la mode dans ce temps-là, d'avoir ce qui était import, les albums qui venaient d'Europe. Les pochettes étaient glacées. Fait que l'album de Danger français, mon frère Paulo en a une copie mint, flambant neuve, encore emballée, etc. Ça, c'est une rareté, ça. C'est hot, ça. Puis à ce jour, est-ce qu'il y a bien du monde qui savent encore, mettons, ou peut-être les nouvelles générations, des enfants de moi, mais qui savent que votre band est dans les pionniers, mettons, au Québec, de ce genre-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Écoute, c'est ça, là. En fait, c'est... Tu sais, quand tu parles de Danger, il y en a qui disent « Ah ouais, j'ai déjà entendu ça. Ah oui, il me semble que ça me dit quelque chose. » Tu sais, c'est comme une espèce de fantôme là, qui flotte derrière, là, tu sais, là, parce qu'on n'a jamais été mainstream. On a eu un énorme impact, mais pendant une très, très courte période de temps. On a eu un énorme impact pendant peut-être 6 mois. Fait que, bon, tu sais, contrairement, disons, à Lucien Francoeur avec autre chose, dont on se rappelle le nom, dont le gars a fini par se distinguer et tout, et à tous les autres dans ce genre-là, les autres groupes, les autres artistes de cette époque-là, ben nous, on est tombés dans l'oubli, mais pas tant que ça. Tu sais, si tu vas d'ailleurs sur YouTube, tu vois notre prestation qui a été présentée à TV dans ce temps-là, on a ça sur YouTube. Ben, plusieurs milliers de clics là-dessus. Là. C'est fun, ça. Les gens qui découvrent ça. Ouais. Ça te fait chier que ça n'allait pas continuer, cette band-là? Écoute, il me semble que c'était écrit dans le ciel que, en partant, tu sais, parce que c'était un petit peu ça l'affaire, No Future, band de punk, les bandes de punk qui ont duré sont très rares. À part les Ramones qui ont fait vraiment, qui ont duré et perduré. On s'entend que les Pistols ont sorti leur album en 77, puis le band a splitté en 78, là. A splitté l'année suivante. Puis ça a été un peu le cas de Danger, c'est-à-dire qu'on a fondé Danger à l'automne de 74, et à l'automne de 78, Danger, c'était fini. C'était vraiment comme un revival du punk. Qui a duré, mais genre dans les années 90, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que ça, c'était peut-être une meilleure époque
pour le punk. Peut-être que écoute, fin 70. Là. Oui, parce que, écoute, ceux qui le produisaient dans les années 90, bon, ben, se sont inspirés de ce que nous, on faisait des 15-20 ans plus tôt. Ouais. Puis à ce moment-là, ils ont porté, si on veut, les choses encore plus loin. C'est bien correct comme ça. Là. Mais je pense que c'était plus violent aussi, par exemple, dans les années 90. Aussi, là. oui. Je pense à des bands là, comme... j'ai oublié le nom, mais le chanteur Henry Rollin. Là, Ouais. Black Flag, là, c'est violent. C'est wild. Ça, c'est wild. J.J. Allen, oui, il y en a qui ont porté ça quand même assez loin. Toi, tu regardais tout ça après, tu étais comme, t'as-tu eu le goût de faire du punk de même après, plus tard, ou... Non, je peux pas dire ça parce que autant moi que mon frère Paulo, on a toujours joué de la musique, mais nos goûts musicaux allaient beaucoup plus loin puis ailleurs que le punk. Hein. On voit que Paulo est passé du lead guitar de Danger où il livrait à mort. Après Danger, moi et Paulo, on a fait un autre band qui était comme Danger 2 avec le bassman de Danger, mais un autre drummer, etc. Et là, on était rendu plutôt métal. Ensuite de ça a duré de 80 à 82. Déjà en 83, Paulo était rendu ailleurs. Moi aussi. J'ai touché au folk. Ensuite de ça, tu touchais un peu au country rock. Paulo, pendant ce temps-là, est allé faire Dédé Traqué avec mon autre frère. C'est mon autre frère, Dédé. Hein? Fait que Dédé Traqué, ça, c'était Paulo puis le petit jeune Dédé qui ont fait Dédé Traqué, qui était du punk rap, on pourrait dire. C'était un peu Beastie Boys, là, si on veut, là, dans ce genre-là. Pendant qu'eux autres faisaient Dédé Traqué, moi, je faisais un album solo de country rock qui était sorti chez BMG à cette époque-là. Fait que ensuite, on revient à ces choses-là, mais comme présentement, je suis le chanteur de Now Future depuis 2015 quand même. Et Now Future a été fondé en 2015 en voulant faire littéralement un band de vintage punk. On ne jouait que des covers de 1973 à 1982. Fait que ça donnait vraiment... 2-3 chansons des Pistols, chansons des Ramones, chansons des Clash, Dead Boys, Dead Kennedys, etc., etc. Fait qu'on avait un répertoire de 17-18 chansons pigées dans une quinzaine de bandes punk de cette époque-là. Puis on s'éclatait comme des malades. On a fait plusieurs fois à ce moment-là les Catacombes. Fait que, et c'était ça. Et ce band-là, Now Future, a fini par évoluer en un band qui fait juste l'original. Fait que oui, là, je suis toujours le chanteur de Now Future. Now Future existe toujours. Puis on ne fait que de l'original maintenant. C'est fun, ça. Puis ça fait combien de temps? Parce que, tu sais, quand tu parles des bands, tu fais en 77. Fait que, on sait que t'es pas jeune, tout de suite. Mais. Écoute, disons mon âge tout de suite, parce que ça va être mon anniversaire dans à peine 15 jours. Là. 15 jours? Ouais. Quel âge t'as, là? J'aurai 70 ans. Caroline, c'est un beau 70. Ben écoute, je me plains pas, là. Non, je me plains pas, j'ai pas de... T'as de l'air en forme. Je le suis. Ben oui, ça se tient. C'est vrai d'heure encore? Non, écoute, c'est sûr qu'on va être obligé. Les cheveux, par contre, ça sont encore là. Il y en a moins, mais il y en a encore, là, etc. Là. Ouais. Puis, t'as combien d'années de carrière en musique? Écoute, j'ai eu ma première guitare à 10 ans. Okay. Donc, cette année, 74, on est en 64 quand j'ai eu ma première guitare. En 2024, je fête 60 ans de jouer de la guitare. Puis quand j'ai eu une première guitare, tout de suite, j'ai fait un band. Parce que pour moi, avoir une guitare... À 10 ans? Hein? Oui. Ben, j'avais écouté les Beatles, je suis revenu chez nous, j'ai dit à mon père, je veux une guitare. Puis mon père a dit, ben oui, OK, on va t'acheter une guitare. Puis pour moi, avoir une guitare, oui, mais surtout faire un band, là, tu sais, je veux dire, je veux pas jouer dans mon coin, là. Non, mais là, t'avais 10 ans, ouais. T'avais un band. Ah, ben oui. Peut-être bon. On s'appelait Go Beat. Ah oui. Go Beat, OK, ouais, parliez anglais en plus. Ah oui. Ah oui. On faisait la reprise Gloria de Them, Van Morrison, puis on faisait aussi la reprise de I'm Not Your Stepping Stones des Monkees. OK. Ouais. Ben, à 10 ans, là. À 10 ans. Pas à 11, là. 10 ans. 10 ans. Chris, c'est bon, ben... Écoute,
10 ans, je me fouillais dans le nez, je sais pas. Je faisais pas des bands, tu sais. C'est hot, ça. C'est hot. Ben, j'ai eu la chance qu'un petit voisin qui restait tout près de chez moi, ses pères, il avait 9 ans, lui, en fait, puis son père, il avait acheté un kit de drum. OK. Fait que j'ai une guitare, t'as un drum, là, on en recrute un autre que lui aussi, il a eu une guitare. Viens-t'en, on fait un band. Puis là, ben, il y a un 4e larron qui est venu chanter avec nous autres, qui voulait faire le chanteur. Là. C'est fun, ça. On répétait dans son sol. Ton premier, on va dire, là, vrai band. Genre que t'as fait des shows. Ben, je pense pas qu'à 10 ans, t'as joué dans les bars. Là. Non, mais n'empêche, à 12 ans. OK, c'est ça. On a joué peut-être la toute première. Est-ce que tu as déjà entendu parler des messes à gogo? Les messes à gogo? Oui, non. Monsieur. En 1966, OK, il y a eu ce qu'on appelle au Vatican un concile écuménique. Un concile écuménique, ça, c'est le pape qui est réuni autour de lui là-bas. Tous les représentants catholiques des différents pays. OK? Bon. Et là, parce qu'on est en 66. En 66, les églises commencent sérieusement à être désertées. Tu sais, ça a été la Révolution tranquille, la religion de moins en moins d'emprise sur les gens. Les églises commencent sérieusement à être désertées. Donc, la gang autour du pape, le pape lui-même et ses associés se sont dit « Ouais, présentement, c'est quoi le grand mouvement, le mouvement mondial, le rock? » En 66, là, à cause des Beatles, hein, déjà, on s'entend que c'est les Beatles qui ont parti le bal, là, si on veut, ce bal-là de rock. En 66, ça faisait 2 ans que le rock te balayait la planète bord en bord comme ça, et c'était le mouvement, donc tout le monde était à côté dessus. Et là, la bande des catholiques a dit, si on pouvait rentrer des bandes de rock dans l'église, les fidèles viendraient plus, ils fuiraient moins. Et ils ont dit, c'est là qu'a été lancée l'idée des messes à gogo. On rentre un band de rock pendant la messe qui va jouer, pas forcément des chansons de rock, mais au moins que guitare électrique, drum, ils vont jouer si on veut, les textes liturgiques sur des airs de rock. Et ça a été une mode qui a duré, je dirais 2 ans peut-être, 66 à 68, là, tu sais, là, une tentative de cette gang-là de garder les fidèles dans les églises. Et je peux prétendre avoir été peut-être le premier au Québec avec mon band, Go Beat, dans ce temps-là, qui a joué la toute première messe à gogo ici au Québec à ce moment-là. Ça a dû aider que vous aviez 12 ans. Ben, écoute, on a 12 ans. La messe est célébrée dans notre école primaire dans ce temps-là. Ouais. On s'entend qu'à 12 ans, elle n'était pas encore rendu au secondaire. Oui, il y a eu une messe de célébrer, puis nous, on était sur scène, drum, guitare. Puis oui, on a chanté ces textes liturgiques avec accompagné d'un band de rock. Fait que ça a été une première affaire. Mais ensuite de ça... j'ai continué. Après Go Beat a splitté l'année suivante, plus ou moins. Puis là, entre 13 et 15-16 ans, j'ai donné quelques spectacles, mais je rencontrais un gars qui a un drum, un autre qui a une bass. OK, on répète ces morceaux-là. On a un show pour l'Halloween. On répète ces morceaux-là. On a un show pour une autre occasion. Fait que c'était sporadique, si on veut. Mais quand j'ai eu 16 ans, si je me trompe pas, j'ai rencontré des frères, un qui joue de la bass, l'autre qui joue du drum. Que là, c'était mes chums, puis on était rendus au secondaire. Puis tout. Ah oui, puis là, on a fait un band qui s'appelait Lonely Rats, qui est devenu Storm. Puis là, ça a été vraiment le début des spectacles pour vrai. Dans ces années-là, man, tout le monde partait des bands aussi. Là, tout le monde voulait jouer. Tout le monde. Là, tout le monde voulait jouer de la musique, ouais. Puis quand tu faisais... Est-ce que vous avez été capable de vous distinguer de tous eux autres ou vous étiez quand même partie du lot, tu sais? Puis, Nous autres, on estime qu'on faisait partie du lot, puis en même temps, on avait des influences, c'est-à-dire que quand on faisait Lonely Rats, on était peut-être un des seuls bands du genre, ça c'est quand j'avais 16-17 ans, peut-être un des seuls bands du genre qui faisait du Johnny Hallyday. La période Johnny Hallyday où Johnny avait cessé d'être un yéyé puis qui était devenu vraiment un chanteur de rock contemporain parce qu'il était backé par un band qui était d'Angleterre à ce moment-là. Tu connais, je ne sais pas si tu connais le band Foreigner. Foreigner, ouais. Bon, le leader de Foreigner, Mick Jones,
était le directeur artistique de Johnny Hallyday pendant 5-6 ans à cette époque-là. Et donc, les musiciens étaient anglais. Johnny était vraiment... Là, il était sorti de sa zone yéyé. Puis, enfin. Et là, on jouait du Johnny Hallyday à ce moment-là. Mais ensuite, il y a un band qui s'appelle Grand Funk Railroad qui est arrivé. Puis là, nous autres, on a vu ça. Puis on a dit, wow! Je connais ça, hein. Puis on est devenu un tribute à Grand Funk Railroad pendant 1 an et demi, 2 ans. Puis ensuite de ça, on a vu un band québécois qui s'est produit dans le Vieux-Montréal qui s'appelait Match. Que eux autres, c'était comme du Québécois comme Charlebois, parce que Charlebois nous a énormément rentré dedans. Là. Quand Charlebois est sorti en 67-8, là, il y a eu une énorme influence sur les gars comme nous autres là, de notre génération. Tu sais, Lindbergh et tout le reste, là, je veux dire, lui, il nous parlait vraiment là, eye to eye. Là. Et puis, ce band-là, Match, était comme Charlebois, mais Charlebois plus rock, man, qui avait vraiment... c'était un trio, tu sais, mais guitare, drum, bass, avec des paroles qui nous touchaient, qui nous rejoignaient. Et puis, on s'est dit, nous autres aussi, on va écrire nos chansons. On cesse de faire de faire tribute à Grand Funk. On embauche un nouveau guitariste pour être 2 guitares, puis je me mets à composer que des chansons en québécois. Puis on s'appelait Storm. C'est une belle histoire, pareil. Ça me fait penser à des chansons qui nous rejoignent. Je trouve que ça arrive de moins en moins. Je trouve que ça arrive putain. Genre, il me semble que la musique qui sort aujourd'hui, là. Genre, peut-être que le monde se reconnaisse dans Taylor Swift, là. Parce qu'elle braille, mais... Je vais te dire, dernièrement, c'est sûr que le décès de Carl Tremblay, chez des Cowboys fringants, a ramené à l'avant-plan tout le succès que pouvait avoir un band dans lequel le public québécois pouvait se reconnaître. C'est là qu'on a su... Moi, personnellement, je ne connaissais pas vraiment les Cowboys fringants parce que j'écoute pas la radio. Donc, si j'écoute pas la radio, je connais les noms. Tu sais, tu me parles des 3 accords. Je sais que c'est un band plutôt humoristique. Tu me parles de Cowboys fringants. Je sais que c'est un band qui est pas folk, mais engagé, tu sais, je veux dire. Mais je ne saurais pas te fredonner une chanson. En revanche, je me rends bien compte que les jeunes, le public des Cowboys fringants, oh yes, eux autres, ils savaient c'était qui, là. Tu sais, je veux dire. Et c'est ça, il y aura toujours, présentement, là, je pense qu'il y a encore à gauche et à droite de ces bandes-là qui peuvent parler aux jeunes Québécois pour que ça perdure, cette histoire-là. Et je trouve qu'on a perdu un gros morceau, là, Carl Tremblay, justement, là-dedans, tu sais, parce que là, en ce moment, j'essaie de... C'est peut-être moi qui est inculte de ce qui se passe au Québec, mais je suis pas capable je pourrais pas te nommer un groupe, un chanteur, une chanteuse, un groupe qui aurait la même portée dans ses textes pour aller toucher les Québécois. C'est vrai. On voit des noms là, qui sortent dernièrement. Là, je peux te donner des noms sans savoir ce qu'ils font vraiment. Je peux te nommer Charlotte Cardin. Je peux te dire Roxane Bruno. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'elle chante, Roxane Bruno. Je ne sais pas si elle parle aux jeunes à ce point-là. Là. Marie-Mé, est-ce que Marie-Mé... Tu sais, parce que moi, je te dis ça en même temps, je ne sais pas. Comme je te dis, je ne connais pas les chansons, mais je regarde. Ah ouais, faites le forum. Ah ouais, plus qu'une fois. Ah ouais, c'est comme... C'est gros, là. Ouais. Tu sais, est-ce que c'est gros à ce point-là? Est-ce que ça touche les jeunes à ce point-là? Je ne sais pas. Tu sais, je parle, mettons, d'une façon plus la société at large. Tu sais, comme les Cowboys s'adressaient beaucoup... C'est un rassembleur. Oui, mais à la classe moyenne, la classe ouvrière, tu sais. Quand que, mettons, Roxane Bruno, c'est la classe... justement, j'étais en la classe de secondaire 2. Tu sais, j'ai... Non, mais comme perdu mon chum, tu sais. Je te crois, tu sais, je veux dire, je n'aurais pas comparé parce que c'est ça, j'ai pas dit. Je sais que Marie-Mé, c'est pop, hein, on s'entend, c'est un peu plus pop, un peu à la Taylor Swift, peut-être, là. C'est le genre spectaculaire, là, je sais pas, là. Ben, je pense qu'elle serait contente de la comparaison. Je pense pas que ça s'applique, mais... Tu sais, de ce que j'en vois des photos, autrement dit, que j'ai vu dans les journaux, ce genre d'affaires-là, ben, des belles robes, des danseurs, etc. Fait que, tu sais, je peux comparer ça un peu à ça, là, tu sais. Puis, petite intervention de la production. Je pense, Pat, que la grosse différence, c'est que l'époque de la radio puis de Musique Plus est finie.
Fait que, tu sais, à une époque où tout le monde peut comme écouter ce qu'il veut quand qu'il veut. Ouais. Je pense que c'est ça la grosse différence parce que, tu sais, des bands qui me touchent, je peux t'en nommer des Québécois? tonnes. Ben non. C'est ça, je pense. Justement, tu sais, on peut aller creuser puis on peut aller dans des micro-niches de genre qui n'ont pas moyen de survivre ici au Québec. C'est ça. Tout à fait. C'est-à-dire que les noms que je t'ai donnés, Charlotte Cardin, Roxane Bruno, Marie-Mé, eux autres, ils font le forum. Puis en comparaison, ben il n'y a pas comme de demi-mesure. Les autres, ils font rien. Ils chargent 3 piastres à la porte, puis il n'y a pas de monde dans la salle. C'est ça ou ça. C'est tout ou rien, là, quelque part. Ouais. Puis il y a ceux-là qui sont comme ma fille. J'ai une fille de 21 ans, qu'elle ne s'intéresse qu'à la K-pop. OK. La K-pop seulement. T'as pensé quoi de ça à K-pop? La K-pop, ben écoute, j'ai entendu ce qu'elle écoute, là. C'est correct. T'en ferais pas, tu sais, tu ferais pas un cover. Non, ça fête. Mais elle est une fan finie, là, tu sais, elle a les toutous des 7 gars de comment que ça... BTS. Ouais. Elle a les toutous de BTS. Elle a la merch de BTS. Elle est allée voir les shows de BTS. Enfin, voilà. Ouais. Elle aime bien ça. J'y laisse. Et toutous, je savais pas qu'il y avait des toutous de ces gars-là. C'est gros comment? Toutou, ben, c'est pas un grandeur homme, là. C'est la merch BTS. C'est coréen, fait que c'est 4 pieds 8, mettons. Ça peut être ça. Elle, au mieux. Puis chacun des toutous est personnalisé au gars auquel il correspond. C'est bizarre. Oui. Ce gars qui porte tel nom, là, bon, ben, son toutou, il est jaune, puis il a des oreilles de même. Puis l'autre, ben non, c'est pas le même toutou, puis c'est un autre modèle. Puis en même temps, ben, elle se commande dans les lignes de la merch BTS qui ressemble à... C'est l'album, mais 3 fois parce que c'est une couleur différente. Sacrément, OK. Ouais. Pas ça, là, l'industrie BTS, autrement dit, là, est vraiment... c'est fou, là. Il y avait leur affaire sur McDo, là, puis... c'est gros, là. C'est gros, là. Oui, c'est les toutous, là, qui me font battre triper, parce que, tu sais, c'est quand même... Tu sais qu'à la lutte, à un moment donné, il y avait les Wrestle Buddies, puis là, tu vas avoir Hulk Hogan, ça dehors, tu sais, te battre avec, mais, tu sais, un chanteur de BTS, je sais pas qu'est-ce que tu fais avec ton toutou, là. Tu dors avec, en fait, c'est ça. Ouais, tu regardes dans le lit de ma fille, là, les toutous sont là, partout. Le chien est au milieu des toutous, puis il y a elle, puis ben, enfin... Bon, ben, c'est... On la salue. Écoute, c'est cool, man, qu'on ait fait un détour là-dessus. Ça avait fini sur BTS. Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Man, les shows que tu faisais en 77, ça brassait-tu pas mal? Énormément. Oh oui. Puis en même temps, ce show-là, man, on est annoncé un matraquage publicitaire, mais de la mort. C'est à quoi CKLM. C'était la station... parce que dans ce temps-là, le FM, c'était même pas au monde encore, ou à peine. Là, c'était les balbutiements du FM. Fait que c'était encore la radio AM, CJMS, etc., là, qui dominait. Là, tu venais de sortir ton album à ce moment-là? Danger a sorti l'album en octobre, puis le single, il joue à CKLM. CKLM, c'est à Laval. On joue, mais à tour de bras. Ils nous font jouer 15 fois par jour avec cœur et le monde avec. Puis là, on nous annonce un show. Il y avait un endroit qui s'appelait la Récréathèque à Laval. Je pense plus que ça existe. C'est vieux, là, on parle de 77. Il y a un show à la Récréathèque. Et puis, il y a un bar dans cette Récréathèque. Récréathèque, c'était pour faire du patin en roulette. C'était une piste de patin en roulette pour... enfin. Et puis là, il y avait un bar qui s'appelait le Québec électrique. On va jouer dans le Québec électrique. C'est un bar qui peut accueillir peut-être 500 personnes. On se rend sur place, on arrive en limo, il y a 900 personnes. En limo? Qui avait payé ça? Le père du basement. Il avait des idées de grandeur, puis on arrive en débarquant en limo, puis la presse est là, c'est dans les journaux, pas qu'à faire. Et puis, on débarque, puis il y a 900 personnes, etc. Et j'ai trouvé le tour de fendre mon pantalon, mon petit pantalon de satin trop serré. Après la comme 4e chanson, j'ai fendu mon pantalon de la taille jusqu'en arrière. J'avais pas de slip. Ah, Chris, fait que tu l'avais sorti, là. Je l'ai sorti, man. Puis le pire, c'est que je saute dans les airs, je retombe sur les genoux, tu sais, c'est la motion du chanteur. Puis là, j'entends crack, puis là, je me dis, oh, boy, man, c'est clair que je viens de fendre mon pantalon. Fait que j'ai dit, je vais me relever tranquillement. Je me revirerai pas, puis je vais aller me cacher derrière les amplis, puis je vais essayer de gérer ça.
Puis je me relève tranquillement, puis je jette... Oh non, man, il est ouvert jusqu'en avant. J'ai pas de slip parce que le pantalon est très serré. Je trouvais que c'était pas beau, un slip. Ça paraissait, les coutures. Les coutures. Mais la poche, mais là, man... Ma mère, ma tante, mes petits cousins, petites cousines sont tous dans le front row. Ils sont tous rangés dans l'avant. Puis là, avec le sexe à l'air devant les autres. Ouais, ça, c'est une anecdote. C'est un exemple. Mais ça, c'est pas vraiment la violence. La vraie violence, on l'a vécu. Ça, c'était la violence sur toi. Une certaine violence. Ou pour leurs yeux, tu sais. Man, à l'époque, à l'automne de 77, il y a un bar de punk qui s'est fait à Montréal qui s'appelait le El Casino. El Casino, c'était exactement au coin de la rue Bleury et Sainte-Catherine, au 2e étage en haut. C'était un ancien bar qui s'appelait le Casino Gaspésien. Le propriétaire a été convaincu par un intervenant de la scène punk ici qui s'appelait Tony Roman, qui a convaincu le propriétaire du Casino Gaspésien de virer son bar en punk bar parce que c'est le punk qui était pour s'en venir ici pour s'installer et tout. Et le propriétaire a fait ça, blablabla. Et là, on a joué toute une semaine de temps, c'est-à-dire 5-6 soirs en ligne, en splittant la scène tous les soirs avec un band de Toronto qui s'appelait les Vile Tones. Les Vile Tones de Toronto, eux autres, c'était des punks pur durs. Là. Tu sais, tu parlais tantôt de J.J. Allen, puis... man, les Vile Tones, le chanteur s'appelait Nazi Dog, OK? Ah, ça part. Ça partait assez bien. Nazi Dog, là, tous les soirs, dans son show, vers la fin de son show, il prenait une bouteille de bière, il a fracassé sur le plancher du stage et il se fendait comme ça. Le sang, man. Il y avait, le gars, là, 200 cicatrices sur le corps, les jambes, le torse, les bras. Chris. Il se faisait saigner à coups de tesson de bouteille tous les soirs qui se produisaient. Fait que ça, c'était une certaine violence, ça, là. En plus que nos roadies se sont pognés avec leurs roadies. Je n'étais pas là, mais apparemment, c'est à Rocky Ford. J'imagine qu'il était peut-être plus tough, leurs roadies. C'est le frontman. C'est encore drôle, parce qu'encore là, tu vas dire, nous autres, c'est sûr qu'eux autres, c'était de ce côté-là, mais de notre côté, à nous autres, mais Danger, on est vite devenu une espèce de bande favori des motards, là. Ah. En le parlant, là. Notre style, il plaisait aux motards. Ah, OK, fait que ça s'est arrangé. Il y avait un petit côté assez intense. Hey, le gars, il s'ouvrait à coups de bouteille. Oui. Chance que... Oui. Imagine, le band, ce band-là, il peut pas avoir étoffé parce que le gars serait mort. Il y a une fois, ça n'a pas toffé. D'autant plus que tu sais, il était peut-être bien finot à se rouvrir le corps de même, Nazi Dog, mais man, il savait tellement pas chanter. Là. Il était un très, très, très mauvais chanteur. T'sais, fait qu'il n'y avait pas vraiment d'avenir. En même temps, Pierre, pas évident de chanter quand il te manque une pinte de sang. Là. Ben, c'est ça. Il attendait à la fin de son show. Il essayait de se rendre jusque-là. C'est drôle, tu sais, il fait son tough, tu sais, comment elle va me péter, là, il trouve ça drôle. À un moment donné, l'adrénaline, tu sais, elle kick, puis à un moment donné, comment, là, OK, j'ai hâte d'aller à l'hôpital. J'ai hâte que ça finisse. Là. Ben oui. J'espère qu'ils veulent pas d'autographe à la fin ou des photos. Là, ben oui. Ah non, c'était assez intense. Ouais. Ta photo, elle vient avec l'hépatite C. Ouais, c'est ça. Tu sais, te fendre les culottes, je pense pas que c'est ton pécho. C'est quoi ça? Ce serait quoi ton pécho que t'as fait en carrière? Là? Oh boy. Il y en a un show, j'en suis pas fier. Tu sais, je te parlais des bikers tantôt. On va donner un show à Chambly, dans une brasserie à Chambly. Avant le show, il y a un biker qui s'en vient me chercher. « Hey, avec moi dans mon char. » OK. Va avec lui dans sa Trans Am. Puis tu sais, dans ce temps-là, il sort le miroir, puis il met un peu de poudre dessus. Puis là, moi, je regarde ça, puis je le regarde genre « Hey, faire de la coke. » Mazin un peu, là, tu sais. Puis là, il me dit « Non, c'est pas de la coke, ça. » OK. Il me donne la paille, je sniffe ça. C'était de l'héros. Oh, Chris. Man, c'était épouvantable. Je monte sur scène, puis on jouait fort. On jouait bien trop fort. Le sonorisateur. On jouait à tuteur.
dans chaque chanson, c'était comme « Elle va-tu finir? » Je la chantais là, en me disant « Elle va-tu finir? Elle va-tu finir? » Que j'aille vomir derrière l'ampli du guitar player. J'ai vomi ma vie, man, pendant tout ce show-là. Le pire show que j'ai jamais donné de ma vie. J'ai jamais refait ça, hein, de l'héros. Je voyais pas ce que le monde trouvait le fun là-dedans. Ça m'a littéralement donné la nausée. C'était épouvantable. Même après, en revenant chez nous, je faisais arrêter le char. Il faut que j'aille vomir. J'avais plus rien à vomir, mais je vomissais pareil. C'était terrible. C'était vraiment, vraiment une très, très, très mauvaise expérience. Très mauvais show pour moi. Ouais. Un autre show aussi qu'on avait donné, la Saint-Jean-Baptiste, c'était moins pour nous autres, mais enfin, c'est la Saint-Jean-Baptiste, on est à Montebello. C'est plein de monde, c'est dans un parc, c'est en plein air. Puis pendant le show, la bataille pogne, toi, devant le band, là. Et ça se tapait à grand coup de poing d'en face. Toute une crowd qui était là. En quelle année, là, on parle? En 77. OK. Et là, moi, je suis sur scène, puis je chante, puis je dis, bon Dieu, c'est wild. Vraiment, vraiment wild. Ton meilleur show? La vie, là. Je dirais que on a donné une série de spectacles, à un moment donné, 5 soirs en ligne à l'évêché de l'Hôtel Nelson, dans le Vieux-Montréal. C'était un gros hôtel. L'évêché de l'Hôtel Nelson était une salle bien reconnue, excellente sonorisation. Enfin, c'était... Les meilleurs noms passaient là-dedans. Les meilleurs noms de l'époque donnaient leur spectacle à l'évêché de l'Hôtel Nelson. Danger booké là pour 5 ou 6 soirs en ligne, comme ça. Et ça, c'était au printemps 78. Fait que pour l'occasion, on avait monté des beaux décors. On avait pris une machine, ce qu'on appelle des cobwebs, c'est-à-dire des toiles d'araignée partout sur les stands de drum, les stands de microphones, etc. C'était cute au bout. Des beaux éclairages, blablabla. Puis on avait vraiment monté un très, très, très bon show qu'on a pu présenter 6 soirs en ligne comme ça. Et le dernier soir qui a été présenté, puis c'était 2 shows par soir. Puis le dernier, à la fin du deuxième show du dernier soir, il y a cette très jolie fille qui s'approche et qui me dit « Oh, j'aimerais ça te féliciter. » Moi, j'étais célibataire dans ce temps. Puis, ouais, ça m'a fait une petite blonde pour les 15 jours qui ont suivi. Je pensais que tu allais dire que c'était devenu la mère de ta fille, tu sais. Non, mais non, ok, je pensais que c'était plus beau que ça, mais c'est beau. Souvenir un peu de ça. C'était vraiment un excellent souvenir. Des bons shows, puis une très, très, très bonne finale. Là. Artistiquement, c'est-tu... Ah, t'as-tu dit quelque chose? Artistiquement, c'est-tu la plus belle période j'allais dire de ta vie, mais de ta carrière? Ben c'est ça, c'est que j'ai eu beaucoup d'autres highlights, mettons, en carrière, là, tu sais. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être signé pour un album solo en 92 chez BMG. Fait que c'était toutes mes compositions, puis monter un band, donner plusieurs spectacles, faire toutes les émissions de télé. Dans la foulée, j'ai rencontré Gildor Roy, qui préparait son album Une autre chambre d'hôtel. Ouais. Et puis, j'y ai écrit 3 chansons. Il m'a pris 3 chansons que j'y ai écrit, des paroles, la musique. Il en a tourné 2 en vidéoclip. T'as lesquelles? Une s'appelait « T'es trop jeune », l'autre « Le soleil se lève aussi », puis l'autre s'appelait « Prendre le temps de dire ». C'est 3 titres sur Une autre chambre d'hôtel que Gildor a pris à ce moment-là. Fait que pour moi, ça, c'est un highlight, là. Tu sais, t'écris ça chez toi, tu lui donnes ça. C'est Gaston Mandeville qui est décédé maintenant. Gaston Mandeville qui était l'arrangeur pour l'album. Puis ensuite, j'étais retourné entendre mes chansons arrangées pour le contexte de Gildor. C'était magnifique. C'était vraiment un beau highlight. Aussi, en 83, j'ai eu la chance incroyable, out of nowhere, de jouer dans le film Hotel New Hampshire. Et là, je me ramasse dans ce film-là. Je suis vraiment un guitariste qui joue dans un band dans le film Hotel New Hampshire. Et je côtoie Jodie Foster, Rob Lowe, Nastasia Kinski, puis Beau Bridges. Fait que c'est des gros highlights, ça, là. J'ai rien demandé, mais... C'est quelqu'un qui t'a contacté pour jouer là-dedans? T'avais-tu un casting? C'est malade. Compte-moi ça. Quelqu'un m'appelle, puis il me dit « Ouais, j'aurais un contrat pour toi, un bar à Terrebonne, besoin d'un band, blablabla. » Bon,
OK, on va prendre ça. Fait que j'appelle un drummer, j'appelle un bassman, puis j'avais un local de pratique. Venez me rejoindre, on répète, le contrat s'en vient dans 2 semaines, on va se répéter un répertoire. Et là, on est dans mon local, puis au beau milieu d'une chanson, la porte se rouvre, puis 2 dames rentrent dans le local pendant qu'on joue. Fait qu'on arrête, puis ils nous disent « Hey, salut, on vous a entendu là, au côté de la porte. Nous autres, nos bureaux sont au 3e étage, au-dessus de votre local. On fait un film, on a besoin d'un band dans le film, fait que si vous allez faire application, vous pourriez pogner un job. » Ah, ben, sure. Fait que je dis au gars, on prend une pause, on s'en va en haut tout de suite, puis on saute sur l'occasion pendant qu'elle se présente. On fait ça. Mais du coup, on me cautionne pour trouver parce que l'action qu'on devait nous jouer dedans se passait, on était en 83, mais dans le contexte du film, on était un band qui jouait dans l'hôtel New Hampshire en 1961. Fait que donc, il fallait que je trouve des instruments anciens, un répertoire ancien, et je travaillais côte à côte avec le réalisateur pour monter le répertoire que ce band-là devait jouer. Et le réalisateur, c'était Tony Richardson quand même, là. Et Tony Richardson, c'est lui qui avait dirigé Mick Jagger dans Ned Kelly en 1968. Pour moi, ça me tripait à mort. C'est Tony Richardson, là. C'était un bloke, là. Fait que tout ça, c'était merveilleux et tout. Mais là, mieux que ça, dans foulée, quelqu'un, pendant que je suis là, parce que j'allais souvent rencontrer les réalisateurs, l'histoire, et dans foulée, quelqu'un dans les bureaux me dit « Ouais, dans ton histoire de répertoire que tu dois monter pour le band, blablabla, t'en as-tu une chanson qui sonne rock'n'roll 1961? » Parce elle me dit, si t'en avais une, tu pourrais la proposer au réalisateur et il pourrait dire oui. Ah, sure! Je reviens, je n'avais pas, mais je reviens chez nous le même soir. Ah ouais, t'écris, mon homme. Vite. Fait que là, je suis sur mon coin de table, puis je t'écris la chanson, mais à toute vitesse. Je la compose à toute vitesse. J'appelle mon frère Dédé, qui savait jouer du drum. Je vais te chercher, on s'en va au studio. Vite. 1 heure plus tard, on sortait du studio. Dans nuit, là. Right there, sur le fly. 1 heure plus tard, on sortait du studio avec la cassette. J'ai ma chanson rock and roll, là. Puis on va essayer ça. Le lendemain, rencontre Tony Richardson. J'y fais entendre ça. Il me dit, I like it, Pierre. I'll take it. I like it, I'll take it. Man, damn, right? Mais mieux, vu que j'étais l'auteur-compositeur de la chanson et que j'étais aussi l'éditeur de la chanson, j'avais tous les droits de la chanson, pendant les 25 années qui ont suivi. Grab that bag. 3 000 $ par année pendant 25 ans. Ouais. Ça m'a donné 75 000 $. Nice. Ma petite chanson dans Hôtel New Hampshire. 75 000 $. Et à coût de 3 000 par année, ça veut dire quand le chèque de la SOCA, c'est 4 fois par année. Fait que quand il me tombait dans ma boîte aux lettres, un 800 à gauche, un 700 à droite, 900 à gauche, 605... À ce moment, j'étais pauvre, moi, dans ce temps-là. Puis quand le chèque arrivait, c'était comme ça me sauvait la vie à chaque fois. C'est incroyable. 25 ans, 3 000 par année. Malade. Mais une chance pure. Si on m'en avait même pas parlé, j'aurais jamais pensé moi-même arriver et dire, me composer une chanson, y proposer. Non, ça a pris que quelqu'un me le dise. Ça a pris que je sois dans mon local pour une autre raison complètement, puis que 2 femmes m'entendent jouer à ce moment-là. La chance m'a souvent énormément porté. C'est fou, hein, la vie, pareil, hein, par bout, ce qu'on nous envoie. Puis c'est pour ça, des fois, je trouve ça important de dire à du monde, genre comme, hey, quand on te propose quelque chose, dis oui. Oui. À part si c'est de l'héros. Ouais, c'est un mauvais plan. C'est un mauvais plan, mais j'essaie de dire le oui le plus possible parce que justement, j'aimerais ça qu'une histoire la même m'arrive à m'amener. Tout à fait. Tout à fait. Ah oui. C'est cool. Non, écoute, moi, je dois reconnaître que j'ai jamais gagné une grosse loto, mais j'ai été chanceux, man. Chanceux. À plein de fois, plein d'égards. J'ai été porté par la chance. J'ai dû naître sous une bonne étoile. I guess. Puis là, aujourd'hui, t'es devant le capitaine. T'as ça, on est 2, mais là, le co-host, il est pas là aujourd'hui.
C'est une chanson de Grand Funk, hein? I'm your captain. I'm the captain. Ou alors, Captain Philippe. As-tu vu le film? Ah non. I'm the captain now. C'est bon, ça. Mais ça fait combien de temps qu'on tourne, Alex? Ça fait 47 minutes. Pierre, on va faire un Patreon. On va tomber dans le segment Patreon qui est comme juste pour le monde qui paye, qui ont le forfait capitaine, justement, sur le Patreon. Parce qu'on est plus là, on jasera, si on jase d'Alien ou peu importe. On jasera de... peu importe, mais... je mets tout avec ma bave. Il a l'air con. Pierre, avant qu'on aille dans le segment Patreon, as-tu un message à dire, mettons, pour un jeune, peu importe, qui voudrait commencer la musique? As-tu un conseil général? Un conseil pour un jeune qui voudrait commencer dans la musique? Ben écoute, c'est pas un conseil autant que c'est comme... La seule chose que je pourrais dire, c'est que si tu sens pas que tu es porté par la passion au départ, il faut que tu sois passionné si tu veux faire cette affaire-là. Parce que sans ça, tu vas te décourager vite, tu vas arrêter. Tu sais, je veux dire, tu vas peut-être t'équiper pour rien, autrement dit. Tu sais, c'est bien beau s'acheter une guitare, c'est facile. Se procurer un ampli, c'est facile. Même contrairement aux moyens dont on disposait dans le temps, maintenant, faire de la musique, c'est comme 10 fois plus facile. Là. Tu t'achètes un Mac, tu as un studio d'enregistrement dedans, tu vas avoir les paroles, tadam, sur un clic sur Google, tu vas avoir tous les textes que tu veux. Les partitions, tu peux trouver. Toutes les tablatures. Tout est là, tu sais, c'est trop facile, là, tu sais, là, c'est très, très, très facile. Donc, à ce moment-là, en dehors de la facilité pour faire ce métier-là, si on veut, là, faut que tu sois porté par la passion. Faut que tu en manges. Tu sais, puis oui, dans ce moment-là, peut-être tu auras bien du fun à faire ça. Bon, that's it. Hey, merci, Pierre, pour ton temps. On va aller dans le Patreon. C'était Pierre Bellemare. Très content, super belle discussion qu'on a eue. Je suis content de te rencontrer. On se croisait à Douteux, de vue à 70%, mais on s'était jamais jasé. Alors, je pense qu'on va jaser plus. Merci, la gang. Si ça vous tente d'encourager le podcast, vous pouvez vous abonner au Patreon. Vous allez avoir le reste de la discussion. Et ensuite, si vous n'avez pas l'argent, c'est pas grave. Vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Spotify, un pouce en haut sur YouTube ou un petit commentaire. Ou tu peux même envoyer le podcast à ta grand-mère. C'est sûr qu'elle va détester tout ce qu'on est. Fait que... un gros merci, la gang. Ciao. Yeah.